Salut, moi c'est Benoît. Grâce à mon école, je suis parti en Afrique du Sud pour un semestre. Alors, en parallèle de mes études, ça me permet de m'essayer à la photo et à la vidéo avec des paysages, faune et flore inédits. Récemment, je suis parti en road trip sur la côte est et dans les terres sud-africaines, seul, avec une petite voiture et mon appareil photo. J'ai souhaité partir seul pour découvrir quelque chose de nouveau et voir ce dont j'étais capable de faire. L'idée de prendre une voiture et de faire ce que je voulais dans les zones autour me tente depuis quelques années déjà. Et pour me faire sauter le pas, je savais que l'Afrique du Sud m'offrirait tout ce que j'adore dans la nature, à savoir les animaux et les paysages de montagne. Je ne suis pas très vieille des plages, mais j'ai quand même intégré ces zones dans mon trajet. Après tout, c'est une nouvelle expérience. Mon voyage a duré 5 jours. Je suis parti avec un programme en tête et les logements réservés. L'objectif était d'être libre dans mes mouvements, avec une base pour éviter les mauvaises surprises. Alors si mon voyage vous intéresse, j'ai essayé de regrouper les plus belles images et séquences dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne vidéo. Pour débuter ce voyage, il me fallait une voiture qui tienne la route. Quelque chose de costaud pour les chemins de terre et de poussière. Alors je vous présente mon acolyte de voyage. Une City Golf qui a plus de 250 000 km au compteur. Avec ça, j'étais confiant pour mes 1000 km. Parce que oui, la boucle que j'ai choisi de faire fait environ 1000 km. En 5 jours, ce n'est pas rien. Ma première destination était East London. Mais avant ça, du fait que je sois parti en fin de matinée, je me suis arrêté pour manger à Cottonancy. Les photos de plage étaient très prometteuses. De retour sur la route direction East London, je me suis arrêté une seconde fois en voyant un panneau indiquant un phare et un point de vue. Ça avait l'air sympa. C'était le moment pour ma voiture d'affronter son premier chemin caillouteux et terreux, avec en prime des flaques en guise de chicane. J'y ai rencontré la première faune de mon voyage, quelques steenbok et des singes. Des animaux sauvages, mais pas que. Je croisais quelques pick-up qui étaient un peu étonnés de me voir sur ce chemin. Avoir une petite voiture, ça m'a avantagé pour les manœuvres jusqu'à tomber sur cette flaque. Je ne voulais pas trop risquer de rencontrer une grosse pierre dans l'eau. Donc j'ai fait demi-tour, je me suis fait juger par les singes et je suis reparti sur la voie rapide. Ce petit chemin m'a montré que ma voiture était capable de survivre à ce genre de route. Sur le papier, East London a l'air sympa, et c'est ce qui m'a donné envie d'aller y jeter un œil. Dans la ville, on trouve cette église du même style que celle vue à Alexandria et l'hôtel de ville dans un style d'architecture victorienne construit en 1897 en hommage à la reine du Royaume-Uni de cette époque. Pour l'histoire, East London fut un port militaire pour les forces coloniales britanniques, d'où son nom et l'architecture des bâtiments les plus anciens. D'ailleurs, East London est aussi présent à Londres et certains bâtiments possèdent le même nom ici en Afrique du Sud qu'à Londres. Mis à part ces deux bâtiments remplis d'histoire, East London est une ville très sale et je m'y sentais pas très à l'aise dans les rues. J'ai choisi un logement en centre-ville pour visiter un maximum, mais ça ne valait pas le coup. Déjà parce que j'y étais un jour férié, les restaurants et musées étaient fermés. Bon, ça j'aurais pu m'en douter, mais surtout, lorsqu'on s'approchait de l'océan Indien, c'était beaucoup plus attirant et ça donnait envie d'y rester. Mon objectif était d'aller à la Batcave, un lieu connu, touristique et qui en vaudrait la peine selon les sites de tourisme. Mais je me suis fait surprendre par la marée haute. Je pensais passer par la côte et c'est raté. Mais aussi par l'heure. Le soleil se couche très rapidement, là il devait être 18 h. Et quand je vous parlais de ne pas se sentir à l'aise de jour dans les rues, alors de nuit, je marchais rapidement. Ah, d'ailleurs, sur un parking près de la plage, j'ai trouvé ça. Ça doit sûrement expliquer les caniveaux remplis de verre. Donc je me suis juste arrêté pour prendre ce champ en photo et je suis vite rentré en me disant que j'irais voir cette Batcave le lendemain. Une fois rentré, pas de chance, je me suis retrouvé en plein load shedding. Un load shedding, c'est une coupure de courant générale d'une ville ou d'un quartier parce qu'il y a un manque de production d'électricité pour autant de zones à couvrir en Afrique du Sud. Donc l'électricité tourne entre les villes. Ça peut durer 2 heures, voire plus, ça dépend de la nécessité. Mais on a une application pour connaître les horaires, alors on vit avec ici. Donc j'ai dû temporiser un peu le retour de l'électricité, avec un match de volley, puis une fois l'électricité revenue, j'ai découvert cette installation de porte coulissante sur un terrain. Sympa. Réveillé par le trafic juste en dessous, je suis parti prendre ma revanche sur cette cave. Alors je suis descendu sur la côte avec ma voiture et j'ai pu profiter des plages au calme. J'ai vraiment été seul pendant de bonnes heures, alors je me suis amusé avec ma caméra pendant que la marée était encore basse, malgré un vent très puissant. J'ai vraiment adoré ce moment, où je pouvais faire ce que je voulais, mais où c'est la nature qui décidait si oui ou non elle me l'autorisait.
Cette fois, elle a l'air de m'avoir accepté. J'ai vraiment bien profité. C'était une succession de plages naturellement délimitées par les roches, et la cave était un peu plus lente sur le trajet, alors j'avais le temps. Ah oui, je ne savais plus où j'avais installé ma caméra, tant pis. Puis j'ai continué sur cette plage qui a l'air d'avoir un passé très riche. J'ai continué de prendre des photos jusqu'à tomber sur cet escalier détruit, par le vent et les vagues souvent. J'ai rangé mon appareil pour essayer d'y grimper, mais quelqu'un est arrivé. C'était un pêcheur, qui faisait sa balade quotidienne et qui m'a dit de ne pas aller plus loin. Que l'escalier était la limite car après je n'étais plus visible par personne. Alors, à moins de faire partie d'un groupe de 5-6 personnes, il m'a conseillé de ne pas m'y aventurer. Parce qu'on ne sait pas qui il y a derrière ces roches. Et je pense qu'un pêcheur d'une soixantaine d'années qui pêche ici depuis qu'il a 15 ans, on doit l'écouter. Alors j'ai marché avec lui pour entrer, pour discuter. Et si vous voulez savoir, il y a beaucoup de cabillaud et de bluefish ici. C'était une bonne rencontre, très protecteur. Il me surveillait quand je faisais mes photos une fois qu'on était séparés. Quand je repense au fait que je voulais y aller la veille en fin d'après-midi, car selon le site de tourisme ça vaut 4,6 étoiles sur 5, ça fait froid dans le dos. Il était déjà 11 h et j'avais 400 km à faire jusqu'à mon prochain logement. Alors je ne devais pas tarder. J'ai repris ma voiture et direction King Williamstown. L'idée était de m'y acheter à manger et de manger sur la route. Alors j'ai pris mes photos, reconnu une architecture encore une fois, et j'ai pris ce bâtiment, qui n'est pas un musée malgré les canons, et honnêtement je n'ai pas trouvé ce que c'était. J'ai repris la voiture, direction la cascade de Hawksback, puis Cradock, après vous verrez, un trajet sur des routes pas très réglementées, alors ça a pris un peu de temps. Je suis encore arrivé sous le shading, mais cette fois, pas de commande de repas disponible, alors j'ai mangé ce que j'avais, à savoir de quoi faire un petit déj. Et je me suis couché tôt. De toute façon, la route était très fatigante, et l'idée était de se lever vers 6h15 pour arriver dès l'ouverture au Mountain Zebra National Park et de manger une fois là-bas.
À l'entrée, on nous donne ce flyer, qui possède une carte ainsi que les animaux à voir, histoire de les reconnaître et de mettre un nom sur la magnifique faune que l'on peut retrouver. Enfin, ils ont dû faire une sélection. Vous verrez que certains animaux, dont pas mal d'oiseaux, n'y sont pas catalogués. Ils ont tourné ça sous forme de jeu d'observation avec un nombre de points par animal plus ou moins élevé en fonction de sa rareté. Mais comme j'étais tout seul, je cocherai les animaux avec vous un peu plus tard. Au moins, vous pourrez aussi mettre un nom sur chaque animal que j'ai photographié. Mais avant de jouer, direction l'accueil, il fallait payer. Sur la route, j'ai croisé plusieurs groupes d'animaux qui donnaient l'impression d'être chez eux, libres et pas forcément dérangés par ma présence. Arrivé à la réception, j'apprends qu'une activité de pistage de guépard est sur le départ. Et comme j'adore les félins, j'ai pas réfléchi et j'ai foncé avec Richard et son petit groupe. Richard, c'est lui. Il nous dit que si on est chanceux, on pourra approcher un guépard à 10-20 mètres, mais qu'il fallait se tenir prêt à courir. Les animaux du parc sont habitués aux voitures, mais ils restent sauvages, donc il ne fallait jamais les sous-estimer. Sauvages, certes, mais ça reste un parc national avec des animaux classifiés. Alors les plus gros, les plus rares, possèdent un collier pour pouvoir les pister. Et oui, Richard ne repère pas les guépards à l'instant. Il utilise ce radar qui paye pas de mine, mais qui est très fiable. Son radar reçoit les signaux à 10 km max, mais le parc est très grand. Alors enfin, après plusieurs utilisations du radar, plusieurs minutes, beaucoup d'animaux sur le chemin, on se rapproche de plus en plus de Dan. Et on a fini par le trouver. Dan, c'est lui. Un guépard qui est en pleine sieste et qui nous a même pas calculé. À ce que j'ai compris, dans le parc il y a 4 guépards, autant de mâles que de femelles. Mais ils sont très durs à trouver car certains se cachent très bien. D'ailleurs, une femelle est en gestation, mais les guides ne savent même pas si elle a accouché car elle est très protectrice. Quand ils sont tout petits, Richard nous apprend que les hyènes sont des menaces pour les guépards. Puis quand ils deviennent adolescents, la menace devient les lions. Donc la mère doit bien cacher ses petits quand elle part chasser. Les guépards se dispersent un peu dans le parc pour éviter les tensions et trouver leur spot préféré. Et Dan a trouvé le sien. Richard était un peu déçu que Dan ne soit pas en mouvement, mais pour nous c'était déjà inimaginable d'avoir la possibilité d'approcher un gros chat de si près. On avait encore un peu de temps et Richard nous a demandé si on voulait aller voir les lions. Et j'ai pas su contenir ma joie. Du coup, on est parti. Mais eux aussi devaient être cachés dans les autres herbes, au point que les guides ne les trouvent même pas. Cependant, ils nous ont conseillé de se trouver à telle heure et à tel endroit dans le parc pour pouvoir les observer. Donc, on est rentré à la réception. On a croisé ce singe et c'était enfin l'heure pour moi de prendre mon petit déj à 11 heures. Ouais, un peu plus tard que prévu. Enfin, ce qu'il reste était mon petit déj, car lui, c'est un voleur. Ce matin, j'ai intégré le groupe tellement vite que je ne pensais même plus à la fenêtre de ma voiture ouverte. Donc, ce qui devait arriver arriva. Il m'a volé toutes mes bananes et mes pommes. Heureusement qu'il n'a pas été tenté par mes biscuits. Ce qui est sûr, c'est que c'est une erreur dont je me souviendrai. Après avoir mangé un morceau, j'ai repris ma voiture et je suis retourné dans le parc photographier tout ce que je trouvais. Alors, on reprend le catalogue des animaux et on y va.
Il y a des classes d'animaux que j'ai pas trop réussi à voir. Ce sont les insectes et les petits animaux du genre. Trop compliqué à voir en voiture. Mais j'ai quand même vu une classe très représentée. À tous les arachnophobes, je vous préviens maintenant, la prochaine photo sera une araignée. Alors fermez les yeux 5 secondes, la voici. Ah, et oui, pas de photo de lion, vous l'avez remarqué. J'ai attendu au spot conseillé pendant 45 minutes, mais personne. J'étais un peu déçu, certes, mais je pense qu'on a déjà bien complété notre catalogue de photos. Il était temps de laisser les animaux tranquilles. Le parc fermé, le soleil se couchait, et j'avais une grosse heure de route, direction Graaff-Reinet. Journée 4, matinée de repos où je me suis levé à l'heure à laquelle mon corps m'a réveillé. Ça fait du bien. Ce jour-là, j'avais en tête une longue randonnée. Déjà, ça ne colle pas avec le fait de se lever tard. À côté de la ville, il y a la Valley of Desolation, qui est d'un point de vue magnifique, pas très haut et que je voulais monter à pied, mais ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Après être rentré des courses pour prendre mon petit déj et faire mes sandwichs pour la rando, je me suis préparé pour la randonnée et je suis parti vers 11h30 à pied pour aller sur la montagne. Une heure de balade plus tard, c'était de la marche en bord de route, pas vraiment une rando. J'arrive au début du vrai chemin de rando avec une hutte de garde à l'entrée. Sûrement un chemin qui coûte quelques rondes, c'est commun ici. Mais voyant l'heure, je me suis demandé si ça passerait. Il me restait au moins 4-5 heures de rando, plus une heure pour le chemin retour que je venais de faire. Donc, je rentrerai dans le noir, à pied, ou alors en Uber que je n'étais pas sûr de trouver en fin d'après-midi. Je n'étais pas fan de l'idée. On dira que c'était pour se détendre les jambes. Mais j'ai vu ce Rock-Rabbit. Un petit animal très mignon qui est aussi curieux que peureux. Bon, en réalité, ce n'est pas si rare d'en voir. Je ne suis même pas allé voir les gardiens. J'ai croisé cette tortue qui s'est trouvée au bon endroit au bon moment pour la photo, et je suis allé manger en ville en me disant que j'y retournerai dès que j'ai fini de manger. Bon, une journée déjà bien entamée, un peu ratée. Nouveau départ en début d'après-midi en voiture, et j'ai découvert que le gardien n'était pas là pour l'entrée d'un chemin de randonnée, mais plutôt pour l'entrée du parc Camp-Debout National Park. Et oui, c'était un parc national, donc avec des animaux sauvages. Alors dans tous les cas, j'aurais pas pu rentrer sans ma voiture plus tôt. Cette fois, c'était la bonne. Je suis rentré dans le parc, et je vous laisse admirer les paysages. Finalement, y être pour la fin d'après-midi n'était pas une erreur. Parce que cette église vue d'en haut, ça donne ça. Look on the floor and all is spinning round. Someone told me this was just a dance. And take a chance, I ain't met before. Do you think I really have a chance? Tango. Look on the floor and all is spinning round. Someone told me this was just a dance. And take a chance, I ain't met before. Do you think I really have a chance? Hypnotic. Tango. Hypnotic. Tango.
Dernier jour. J'en ai connu des grandes routes tout droites, mais surtout celle-là. J'avais 190 km à faire sur la même route, qui était quasiment linéaire, alors ça me laissait le temps de profiter du paysage. D'ailleurs, avec ces jours de trajet, j'ai presque pris l'habitude des routes d'Afrique du Sud. Les routes sont assez dangereuses, mis à part sur les autoroutes où c'est du 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein, le reste sont souvent des 1 fois 1 voie. Cette ligne jaune, qui est la bande d'arrêt d'urgence en France, offre ici la possibilité de rouler au plus près du bas-côté pour laisser passer les voitures les plus rapides arrivant de derrière et celles d'en face. Car quand elles doublent, elles sont à moitié sur la voie de gauche et celle de droite, ce qui est à peine dangereux quand on sait que ça roule à plus de 120 km/h parfois. Sauf que dans cet espace où on se rabat, il peut y avoir des autostoppeurs, des marcheurs, ou des animaux comme des vaches, des moutons, des singes, donc c'est très fatigant et délicat. Ce qui m'a surpris aussi, c'est le manque d'informations concernant les villages et les villes sur la route. Je pouvais clairement rentrer dans des villes et des villages à 80 km/h et me prendre des dodanes sans être prévenu quelques mètres avant. Et en plus, certaines routes étaient trouées de nids de poules. Pour celle-là, c'était l'enfer. Lorsque je faisais mes recherches d'activités avant de partir, je cherchais des lieux où je pouvais voir des félins. Sauf que, mis à part pour les réserves naturelles, ça ressemblait beaucoup à des zoos, juste pour montrer l'animal enfermé dans ses cages, ce qui n'est pas du tout intéressant. Cependant, il y avait ce lieu, qui s'appelle Daniel Cheetah Project. C'est un lieu de reproduction de guépards et d'autres félins. Ça semblait se démarquer des zoos, alors je suis allé voir et j'ai adoré. J'ai fait la visite de la ferme, seule, avec une guide, et elle m'a tout expliqué. En effet, le guépard est une espèce menacée, à cause de sa difficulté à se reproduire. Les mâles ont une mauvaise qualité de sperme, les femelles rejettent facilement les mâles, et ils ont aussi des maladies génétiques qui peuvent être traitées. Il est en plus la cible des braconniers et des éleveurs de moutons. Et pour ne pas aider, comme Richard nous l'a appris, les petits sont très menacés lorsque la mère part en chasse. Alors ils ont créé ce lieu en 2001. Ils ont commencé avec 3 guépards, 2 mâles et une femelle. Aujourd'hui ils en sont à 13, par le biais de la reproduction ou alors de nouveaux sauvetages de l'homme qui les menaçait. Ils ont pour objectif de soigner les animaux qui ont besoin, donc les maladies génétiques, de les reproduire si possible, puis de les relâcher. Cependant, certains sont là depuis le début et les relâcher serait une mauvaise idée. Ils seraient soit malheureux ou alors n'arriveraient pas à se débrouiller seuls dans la nature. En plus, c'est administrativement très long de relâcher un animal sauvage, même s'il se retrouverait dans la réserve naturelle. Et tout ça, ça n'aide pas à prendre la décision de si oui ou non on relâche l'animal. Alors pour l'instant, aucun n'a été relâché. Le premier guépard que j'ai rencontré est Chiquita. Elle ne s'est jamais reproduite car elle rejette tous les mâles, mais elle s'occupe bien d'un petit jeune, qui au début ne savait pas marcher avant d'arriver ici. Les bénévoles ont dû lui apprendre à marcher et aujourd'hui ils sont plutôt heureux. Ah oui, pour information, on sait tous que cet animal court très vite, mais ce que je ne savais pas c'est qu'en 3 pas seulement, ils atteignent la vitesse de 90 km/h. Bon, pour autant, ils sont connus pour assez souvent rater leur proie. Dans la nature, les guépards vivent jusqu'à une dizaine d'années. En captivité, ça peut monter jusqu'à 18 ans. Elle, Tia, a 15 ans. Ils ont aussi des servales, dont Diesel, qui a 13 ans. Je pense que je les préfère au guépard. Question physique. Si vous voyez cette tache blanche sur son oreille, la guide m'a appris quelque chose d'intéressant. Lorsque la nuit tombait et que la lune éclairait assez fort, la lumière reflétait sur ses oreilles, et ça donnait l'impression de 2 gros yeux. Donc un animal plus grand que le serval. C'est une très bonne technique de dissuasion. Aujourd'hui, ils ont 2 servales et ont réussi à en libérer 2. Ils ont un léopard, qui s'appelle Vega. Il a 3 ans et ils souhaitent le faire reproduire avec une femelle, qui était cachée. Il m'a fait penser à un de mes chats. Il n'a pas l'air très malin quand il fait cette tête. En plus, ils ont 2 lions, en pleine sieste. Pas de chance pour les photos. L'un s'appelle Chuck et l'autre Maurice. C'est malin. Eux, c'est l'inverse. Ils ont été sauvés d'un lieu de reproduction forcée. Alors, il y a 3 fois plus de lions en captivité que sauvages, ce qui est beaucoup trop. Il faut les laisser se reproduire seuls à l'état sauvage et donc en relâcher un maximum. Ils ont aussi 2 hyènes, Bonne et Maro. Ces hyènes sont là pour la reproduction, mais également pour informer le public que l'image montrée dans le roi lion est fausse. Ce ne sont pas des animaux méchants. Bon, même si on sait qu'ils mangent les petits guépards, mais ça en soi, c'est la nature qui décide. D'ailleurs, la femelle et la guide sont très proches. C'est son chouchou. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Par contre, les lions sont arrivés avant les hyènes. Et dès leur intégration, les lions ont cherché à creuser sous les barrières pour aller attaquer les hyènes. C'est dans leur instinct de vouloir tuer les hyènes. Alors, les bénévoles ont dû séparer les enclos. Je lui ai demandé pour le débat si la hyène était plus team chat ou team chien. Et elle m'a répondu qu'au vu des recherches, ces gènes se tendent plus vers ceux du félin. Alors il faut juste leur enlever leur fausse image, et la team chien aura moins d'arguments. Je rigole. J'aime bien certains chiens depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ils ont aussi des suricates. Eux sont là car ils ont été sauvés par des gens qui les définissaient comme des animaux domestiques, uniquement parce qu'ils sont mignons. Alors qu'en Afrique du Sud, c'est totalement illégal. Bref, il restait encore plein d'animaux. Mais il faisait froid alors ils se cachaient. C'était la fin du tour. J'ai adoré. Pouvoir prendre le temps d'observer ces animaux était encore une chance inimaginable. Et comme je l'avais pressenti, celui-là était d'abord créé pour le plaisir de l'animal et pas celui de l'homme. J'ai passé quelques temps dans leur magnifique boutique, puis je suis rentré. Et cette fois, pour de bon.
Je suis passé par 8 étages pour manger un bout et j'ai fini mon voyage en fin d'après-midi. J'en garderai un très bon souvenir de ce voyage. J'ai bel et bien réussi à survivre, même si parfois je m'aventurais dans des endroits pas très recommandés pour moi ou pour ma voiture. D'ailleurs, ma voiture a aussi bien résisté, au plus de 1000 km. C'était pas forcément un voyage pour apprendre sur moi-même, c'était plus un voyage pour partir en vacances, découvrir l'Afrique du Sud. Même si j'ai pas fait énormément de rencontres humaines, c'est ce que j'attendais de mon voyage. Voir la faune, très peu de fleurs malheureusement, une faune magnifique. J'ai découvert des lieux magnifiques, la Valley of Desolation, les paysages sur la route, les couchers de soleil d'Afrique du Sud, la cascade de Hogsback aussi. Même si j'ai pas pu m'y baigner, qu'elle était très froide et qu'il y avait aucun fond, c'était très reposant et ça valait le coup d'y aller. Au vu des photos et des vidéos que j'ai réussi à en tirer de ce voyage, je suis plutôt fier de moi et j'espère vous avoir montré le paysage comme il le mérite. D'ailleurs, si ça vous a plu, dites-le moi, qui sait, peut-être qu'une nouvelle vidéo arrivera. C'est pas du tout mon domaine de base, mais j'ai pris mon pied. Alors merci une dernière fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et pourquoi pas la prochaine. Salut!